Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Vian, cette soirée du dimanche 8 décembre 2024. Dans les actualités de ce jour, la reprise du projet d'exploitation de sable minéralisé de Ranbé générera de nombreux emplois et améliorera l'économie de la région à Timo Ndjefan. Environ 4000 emplois seront à pourvoir et par ailleurs, le chef de projet a ainsi expliqué qu'il n'y a aucun doute sur la reprise du projet. Plus de détails avec Judicaël Khanjianirin. À environ 2000 km à l'est d'Antiran se trouve le centre de la perturbation tropicale qui s'est formée ce jour dans l'océan Indien. Elle a été classée perturbation tropicale ce matin et amène un vent de 40 à 45 km/h selon les informations du service météorologique. La zone où se développe cet amas nuageux est inhabituelle car la mer est à 29 degrés Celsius, donc plus chaude qu'elle ne devrait l'être, et les vents qui se forment dans les hautes couches de l'atmosphère ne la dérangent pas. En raison de l'alizé qui subsiste, il se déplacera lentement vers l'ouest dans les 5 prochains jours et pourrait se développer au nord d'Antiran la semaine prochaine, se transformant ainsi en un cyclone tropical d'après les prévisions du service météorologique. Les populations de Diana, Sava et Ambatsu sont exhortées à suivre de près l'évolution de cette perturbation tropicale, d'après Météo Madagascar. Continuons dans ce page économique. La mise en place d'un marché commun dans l'océan Indien pour valoriser les produits locaux a été évoquée lors de la première édition de Sao Summit qui s'est tenue à Madagascar pendant 2 jours, les 5 et 6 décembre dernier. Ce sommet qui a réuni des centaines de chefs d'entreprise de l'océan Indien a pour objectif d'améliorer le monde de l'entrepreneuriat de Madagascar et des îles voisines. L'événement a été un succès et de nombreux résultats sont ainsi attendus selon les informations. Martina et Sech Anjianap. Les 5 et 6 décembre derniers ont été des jours historiques pour les pays de l'océan Indien. En effet, Madagascar a accueilli durant ces 2 jours et pour la première fois le grand événement économique Sao Summit, un événement qui a pour objectif d'améliorer le monde de l'entrepreneuriat des pays de l'océan Indien, assurant ainsi la promotion de leur économie nationale. La clôture du premier sommet des chefs d'entreprise, Sao Summit 2024, s'est tenue le 6 décembre avec des propositions ambitieuses pour la mise en place d'un marché commun dans l'océan Indien. Selon Rassam Mananatin, président du syndicat des industries de Madagascar, un label Made in Océan Indien sera créé pour valoriser les produits locaux. Le sommet s'est achevé sur une note positive avec une forte participation de plus de 400 chefs d'entreprise de l'océan Indien. Des débats ont également eu lieu lors de l'événement. Les discussions ont porté sur le dynamisme du commerce régional et la promotion d'une économie commune dans cette région stratégique. 5 axes prioritaires ont émergé des échanges et ces propositions seront soumises aux chefs d'État lors de leur prochain sommet en 2025 avec pour but d'analyser ces idées et de poser des bases nécessaires à la construction d'une économie partagée dans la région. Ensuite, la RN7 de l'axe sud de Madagascar fera l'objet d'une promotion, un projet réalisé conjointement par l'ONTM et Where is This, une entreprise spécialisée dans la promotion des destinations touristiques dans le monde, réunissant une communauté de créateurs de contenus internationaux. Le voyage de ces influenceurs à Madagascar sera filmé afin de renforcer l'attractivité de la destination. Fanjessé Nemirey sur les images de Yves Janel. La partie sud de la grande île dispose de sites et d'offres touristiques inédites. La promotion de cette destination s'impose et à cet effet, l'ONTM, Office national du tourisme de Madagascar, travaille avec Where is This, une entreprise spécialisée dans la promotion des destinations touristiques à travers le monde, réunissant une communauté de créateurs de contenus internationaux. En effet, des spécialistes issus de divers horizons, créateurs de contenu, directeurs artistiques, producteurs de films et influenceurs venant d'Europe, d'Afrique et d'Australie s'embarqueront dans un road trip unique le long de la RN7. Ce périple en voiture et à moto l'amènera à travers des étapes incontournables comme Murundav, Antirabé, Fianarantsu, Issal et Tuliar. Ce projet vise à dévoiler la richesse et la diversité de Madagascar, bien au-delà de ses célèbres baobabs.
Il répond à 3 objectifs majeurs, notamment de positionner Madagascar comme une destination touristique incontournable sur les marchés prioritaires de l'ONTM, de valoriser Madagascar comme un cadre exceptionnel pour les cinéastes et producteurs internationaux, ainsi que de créer une banque de contenu, photos et vidéos destinée aux professionnels du tourisme pour renforcer l'attractivité de la destination. Ce voyage débutera le 8 décembre et prendra fin le 24 décembre. Concernant les actualités des élections communales, 68 479 des 84 770 qui ont venu auprès des commissions électorales de district pour demander des attestations de non-inscription sur la liste électorale ont obtenu une ordonnance du tribunal autorisant leur inscription d'après la CENI. 30 des 120 commissions électorales au niveau des circonscriptions ont ainsi commencé l'impression de la carte de la liste électorale ainsi que de la carte d'électeur. Ceux qui ont obtenu cette ordonnance peuvent récupérer leur carte électorale auprès des bureaux de Foukountan. C'est Khanirland nous en dit plus. 84 770 citoyens sont venus auprès des commissions électorales de district pour demander des attestations de non-inscription sur la liste électorale. 68 479 d'entre eux ont obtenu une ordonnance du tribunal autorisant leur inscription sur la liste électorale. Bien que celle-ci ait été clôturée depuis le 15 mai, elles sont exceptionnellement ouvertes pour pouvoir inscrire ces électeurs supplémentaires. 30 des 120 commissions électorales au niveau des circonscriptions ont commencé l'impression de la liste électorale et la carte électeur. À noter que le traitement des ordonnances inclut des travaux de dédoublonnage à 2 niveaux auprès des CED et par la suite auprès de la CENI. Une fois le traitement effectué, la CENI va procéder à l'impression des listes électorales et des cartes électeurs des nouveaux inscrits. La CENI invite donc les nouveaux électeurs à aller auprès des Foukountan pour retirer leurs cartes. Pour Antananarivo, ceux qui ont obtenu cette ordonnance peuvent récupérer les leurs auprès des bureaux de Foukountan. Concernant les actualités météorologiques, une perturbation tropicale s'est formée ce jour dans l'océan Indien à 2000 km à l'est d'Intiran. Selon les informations émanant du service météorologique, cette masse de nuages pourrait se transformer en cyclone dans les prochains jours. Il se déplacera lentement vers l'ouest et pourrait se développer au nord d'Intiran dans le courant de la semaine prochaine. Plus de détails avec Fanjessene Mireille. À environ 2000 km à l'est d'Intiran se trouve le centre de la perturbation tropicale qui s'est formée ce jour dans l'océan Indien. Elle a été classée perturbation tropicale ce matin et amène un vent de 40 à 45 km par heure selon les informations du service météorologique. La zone où se développe cette masse nuageuse est inhabituelle car la mer est à 29 degrés Celsius, donc plus chaude qu'elle ne devrait l'être, et les vents qui se forment dans les hautes couches de l'atmosphère ne la dérangent pas. En raison de l'alizé qui subsiste, il se déplacera lentement vers l'ouest dans les 5 prochains jours et pourrait se développer au nord d'Intiran la semaine prochaine, se transformant ainsi en un cyclone tropical d'après les prévisions du service météorologique. Les populations de Diana, Sava et Imbatsu sont exhortées à suivre de près l'évolution de cette perturbation tropicale, d'après Météo Madagascar. Et en ce qui concerne les actualités sportives, Jean-François Nirina Daniel Razafi Janibé d'Izigl s'est emparé du titre de champion du monde en tir de précision en éliminant le bouliste hongrois sur un score de 46-32 à la finale hier soir à Dijon en France. Madagascar a toujours brillé lors de cette compétition mondiale de tir de précision dès les éliminatoires jusqu'à la finale. Par ailleurs, Madagascar a également battu la France sur le score de 13-3 et se qualifie en finale du championnat du monde de triplette. Madagascar affrontera ce soir en finale le vainqueur de l'autre demi-finale entre la Tunisie et l'Italie. Nous allons suivre dans l'édition de demain les détails de cette finale de championnat du monde de triplette. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Syrie, les rebelles syriens de Hayat Tahrir al-Mash ont annoncé dimanche 8 décembre la chute du régime du président Bachar al-Assad, mettant fin à plus de 50 décennies de règne de la famille Assad sur le pays. Plus de détails avec France 24. C'est à coups de klaxon
et des tirs d'armes à feu que les rebelles célèbrent leur victoire, ralliés par des dizaines de personnes dans le centre de Damas, notamment sur la place des Omeyyades. En quelques heures, ils ont réussi à prendre la capitale, ils sont entrés dans la ville avec des chars, ont déboulonné des statues de la famille Al-Assad et ont pénétré dans l'aéroport militaire Mazeh. Les rebelles ont fait une déclaration à la télévision d'État après avoir annoncé que le président Bachar al-Assad avait fui le pays. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. Le centre d'opération Fateh Dimashq demande à tous les frères, aux combattants et aux citoyens de préserver tous les biens de l'État syrien. Vive la Syrie libre! Peu de temps avant, le Premier ministre syrien a admis la chute du régime. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. En à peine 2 semaines, les rebelles ont réussi à prendre plusieurs villes clés comme Hama, Homs, Alep ou encore Deraa. Ils ont mis fin au parti Baas et à plus de 5 décennies du règne de la famille Al-Assad. Ensuite, des scènes de liesse ont eu lieu dans plusieurs villes de Syrie après l'annonce dimanche par les rebelles islamistes syriens de la chute du président Bachar al-Assad. Reportage sur les images de France 24. Sous les clameurs, la statue d'Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, déboulonnée et renversée. C'est ainsi que dès les premières heures du jour, ces habitants de Kamchili, capitale de la région autonome du Kurdistan syrien, dans le nord-est du pays, ont célébré la chute du régime de Damas. Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer mes sentiments. Nous attendons ce jour depuis si longtemps. Cela fait 14 ans que nous l'attendons. La chute de Bachar al-Assad signifie pour nous l'aube d'une nouvelle Syrie. Une vie remplie d'espoir, de justice, d'humanité, de dignité et de liberté. Une espérance partagée par ces habitants de Damas qui ont investi les rues et la grande place des Omeyyades. La capitale syrienne s'est réveillée dimanche sous contrôle des rebelles islamistes. À Homs, même scène de liesse parmi la population, les habitants célèbrent ce qu'ils considèrent être une victoire pour l'ensemble du peuple syrien. Il y a 14 ans, j'ai été déplacé de Homs quand le régime nous a forcés à quitter la ville en bus. Nous sommes revenus à Homs en vainqueurs et en libérateurs. La chute du régime célébrée aussi dans la ville d'Azaz, au nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Une région qui vit depuis plusieurs années sous perfusion turque. Drapeau sur le dos, eux aussi sont descendus dans les rues pour célébrer l'effondrement du régime de Bachar al-Assad. Et dès le lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, les archéologues ont été à pied d'œuvre pour fouiller ses entrailles, retraçant 2000 ans d'histoire et permettant de reconstruction à l'identique de la cathédrale. France 24. Nous sommes en février 2022. À la faveur d'un tournage pour suivre l'avancée des travaux, l'architecte Pascal Prunet conduit notre équipe au cœur de la cathédrale pour saluer le travail d'ouvriers pas tout à fait comme les autres. Les archéologues nous ont toujours accompagnés. Ils nous ont assistés dans la démarche de nettoyage de la cathédrale, c'est-à-dire que tous les éléments qui étaient constitués par la ruine des voûtes, avec des amoncellements de charpentes calcinées mélangées, tous ces éléments ont été triés comme si, avec des méthodes d'archéologie en fait. Le but est d'identifier l'origine de chaque élément découvert et éventuellement de le renvoyer à sa place originelle dans la cathédrale. Il y a 2 ans, une fouille préventive est ordonnée par l'État sur une surface de 123 mètres carrés. Car un nouvel échafaudage de 600 tonnes va être élevé à cet endroit pour permettre la reconstruction de la flèche. Ça a été un brasier ici. La flèche elle est tombée ici et il y avait un amoncellement de décombres qu'on a petit à petit enlevé et ces éléments-là étaient masqués finalement. La découverte se révèle exceptionnelle, car ces éléments dont parle l'architecte, ce sont des fragments sculptés et polychromés de l'ancien jubé.
Une clôture richement décorée qui séparait le chœur réservé au clergé de la nef où se réunissaient les fidèles. Le jubé a été détruit au début du XVIIIe siècle pour répondre aux nouveaux usages liturgiques. Seuls quelques morceaux décolorés avaient été depuis retrouvés et conservés au musée du Louvre. C'est toute l'histoire de la France à travers une sorte de feuilletage. Un feuilletage dans lequel les archéologues découvrent aussi 2 sarcophages anthropomorphes en plomb. La trouvaille fascine et intrigue. Seules les personnalités de haut rang étaient enterrées au cœur de la cathédrale, qui servit de nécropole entre le XIVe et le XVIIIe siècle. On a pu faire passer une caméra endoscopique à l'intérieur qui a permis d'identifier des restes de tissus, des restes aussi de matière organique comme des cheveux et des restes de végétaux, notamment au niveau de la tête. Et c'est une pratique justement qui est réservée aussi à une élite sociale. Le chanoine Antoine de la Porte est rapidement identifié. Mais un mystère plane sur le second. Après plus de 2 ans de recherche, l'INRAP annonce qu'il pourrait s'agir du poète Joachim du Bellay. La cathédrale n'a pas fini de dévoiler tous ces mystères. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé La Pata Ladies. Au revoir à tous.